Bonjour à tous. Donc, alors peut-être pour contextualiser un petit peu ce procès contre Total que nous portons sur le climat, qui est le premier contentieux climatique contre une entreprise pétrolière en France, peut-être le contextualiser par rapport aux problèmes que pose la question climatique en matière de défense de l'intérêt général. L'intérêt général, par essence, échoit à l'État, traditionnellement, qui a cette mission, État qui est de plus en plus contesté pour défendre non pas l'intérêt général, mais finalement des intérêts particuliers ou une somme d'intérêts particuliers. Et la question écologique et climatique le confirme à de multiples reprises. Le plus récent, c'est peut-être l'exemple de la réintroduction des néonicotinoïdes pour les betteraves. Alors, est-ce que c'est pour défendre l'intérêt général? J'en doute. Ou est-ce que c'est pour défendre les intérêts particuliers d'une filière économique, la filière sucrière en France? C'est plus probable, mais avec des conséquences extrêmement graves sur un certain nombre d'éléments de la biodiversité qui ne sont pas défendus par des intérêts particuliers ou corporatistes tels que les oiseaux ou les abeilles. La question du climat fait aussi ressortir une notion d'échelle spatiale, puisque l'État qui échoue à cette mission de défendre l'intérêt général est enfermé dans des frontières, suivant un système qu'on pense éternel, mais qui finalement n'est pas si ancien que ça, ce système westphalien de l'État westphalien enfermé dans ses frontières, qui a à peu près 350 ans en Europe, qui en a quelques dizaines d'années dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, donc assez récent, et qui, en tout état de cause, n'est pas adapté aujourd'hui à réguler, à gérer, à affronter des problèmes qui ne sont plus des problèmes locaux, ou même régionaux, ou même internationaux, mais qui sont devenus des problèmes globaux. Le climat en premier lieu, mais également on voit la pandémie sur le Covid. Ce n'est pas un problème qui peut être géré par un seul pays ni par un groupement d'États, mais qui doit être géré par le monde entier. On le voit aussi pour des problèmes plus particuliers, par exemple les feux en Californie. Je ne sais pas si vous avez lu l'actualité, mais aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, survolent les cendres des forêts californiennes. Et donc on voit aussi cette interconnexion, cette interdépendance des problèmes qui nécessitent des instances de régulation au niveau mondial qui font défaut. Et donc cette défense de l'intérêt général aussi au niveau mondial n'est pas là. Du coup, ça suppose qu'un certain nombre d'acteurs se substituent à cet État qui est défaillant. C'est l'exemple notamment cette défaillance illustrée, en tout cas dénoncée par les 4 associations qui portent l'affaire du siècle, l'autre recours climat contre l'État, contre l'inaction climatique contre l'État, mais qui n'est que le pendant de multiples actions menées aux 4 coins du monde, en premier aux États-Unis avec Our Children Trust, aux Pays-Bas avec Urgenda et tout récemment, pas plus tard que cette semaine, en Espagne avec Greenpeace qui attaque l'État espagnol exactement pour les mêmes raisons. Donc on voit que des acteurs privés ou des citoyens se regroupent au sein d'associations pour finalement suppléer cette carence de l'État dans la défense de l'intérêt général. Et ces associations qui ont pour mission de défendre des intérêts collectifs, qui peuvent être la somme d'intérêts particuliers, c'était les ligues de défense à l'origine, qui ont glissé vers la défense d'intérêts catégoriels qui transcendent les intérêts privés, c'est notamment les syndicats ou les unions patronales. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des intérêts collectifs qui portent des grandes causes et qui finalement prétendent défendre un aspect particulier de l'intérêt général et dont la montée en puissance finalement est en réaction avec la perte de confiance qu'ont les citoyens dans la capacité de l'État à surmonter ses propres problèmes. Et la question climatique, alors là, va bouleverser un petit peu toutes nos croyances. D'abord, cette promesse de Descartes qui a fondé toutes nos sociétés modernes, industrielles, selon laquelle la science et la technique allaient nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. On voit que ce n'est pas le cas, ou en tout cas, certains continuent d'y croire, notamment je pense aux promoteurs des néonicotinoïdes, d'autres pesticides et autres
finalement ceux qui croient aux grands prêtres de la science et qui pensent que la technique va régler tous nos problèmes et qu'il ne faut pas s'inquiéter, d'une part, et elle heurte aussi l'universalité des droits de l'homme, c'est-à-dire cet héritage que nous avons des Lumières, puisque aujourd'hui, n'importe qui dans le monde est capable de comprendre les phénomènes auxquels il doit faire face. Avec la télévision, tout se voit. Avec Internet, tout se sait, et avec les transports, tout se déplace, si bien que la personne qui est frappée par des incendies catastrophiques en Amazonie, le fermier au Mozambique qui est frappé par un cyclone qu'il n'avait jamais connu, avec une fréquence et une ampleur qu'il n'avait jamais connue, est en mesure de savoir qu'il subit un phénomène qu'il n'a pas provoqué, qui lui-même résulte d'une mode de société dont il n'a pas profité et qui s'est fait aussi sur son dos, au moins en partie. Et quand ces personnes cherchent à obtenir secours chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons les frontières et nous le laissons noyer au sein de la Méditerranée. Donc on voit même ce qu'on pensait finalement tellement acquis, cette universalité des droits de l'homme est en train finalement de se heurter à la question climatique. Et c'est là aussi où je pense que, et peut-être que le titre de cette table ronde aurait été mieux choisi, le citoyen au cœur de la lutte pour la justice climatique et non pas contre le changement climatique. D'ailleurs, ça aurait été plus positif et ça permet, tu l'as rappelé, de lier aussi la question sociale et la question environnementale qui sont intimement imbriquées. Donc voilà le contexte dans lequel des acteurs qui estiment être dépositaires d'un aspect particulier de l'intérêt général, soit des associations, soit des collectivités, vont essayer de forcer une entreprise qui a une empreinte carbone qui est considérable, Total, qui représente 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une empreinte carbone qui est supérieure aux émissions territoriales des 65 millions de Français. Donc c'est quelque chose de considérable et vont essayer d'influer pour lui demander de faire baisser ses émissions, en tout cas pas lui demander, mais en tout cas que le juge le lui impose, sur la base d'une loi qui est une loi pionnière, et ça il faut le féliciter, une fois n'est pas coutume, le législateur français d'avoir adopté cette loi. Je précise que c'est la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée le 27 mars 2017, la dernière loi de l'ancienne majorité, à l'initiative d'associations, d'ailleurs de la société civile. C'est une loi qui a été proposée par les associations en réaction à un drame qui est celui de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, cet immeuble qui abritait des ateliers de confection de sous-traitants de grands donneurs d'ordre tels que Pinky, Zara, H&M et autres, et qui s'est effondré en 2013, provoquant le décès d'un peu plus d'1 millier de couturières et de travailleurs au Bangladesh. Et cette loi pionnière permet aujourd'hui aux juges d'imposer aux grandes entreprises de plus de 5000 salariés de mettre en œuvre de manière effective leur devoir de vigilance, c'est-à-dire de prévenir et d'atténuer les atteintes graves et les risques qui résultent de leurs activités partout dans le monde, de celles de leurs filiales, de celles de leurs sous-traitants et de celles de leurs fournisseurs. Donc avec une dimension extraterritoriale très intéressante et très intéressante aussi quand on s'intéresse à la question du climat, puisqu'effectivement les émissions qu'on va générer ici peuvent avoir un impact là-bas et vice-versa. Donc c'est cette action en justice qui réunit des territoires, c'est-à-dire des villes, des collectivités, et pas que des villes, parce qu'il y a aussi une région qui est la région Centre-Val de Loire, et puis peut-être demain, s'il y a des élus de la région Bourgogne-Franche-Comté, je vous invite à rejoindre ce collectif de collectivités, de territoires qui se défendent, puisque c'est comme ça qu'on le nomme, de manière à imposer à Total de baisser ses émissions et à s'aligner dans une trajectoire de baisse des émissions qui soit compatible avec l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 degré
ce qui suppose d'atteindre la neutralité carbone en 2050, comme la France et désormais l'Europe s'y sont engagés, et donc de sortir progressivement mais rapidement du pétrole et du gaz et de renoncer à un certain nombre de projets d'exploration et voire d'exploitation et d'organiser finalement la sortie des énergies fossiles. Donc se posera la question de l'intérêt à agir de ces collectivités et de ces associations pour finalement un problème qui n'est pas local mais qui est un problème global. Se pose également la question des liens de causalité aussi, pas vraiment dans le cadre de cette action, mais dans toutes les actions en responsabilité qui sont engagées sur le climat, le lien de causalité entre le fait générateur, c'est-à-dire les émissions d'une entreprise en particulier, et un dommage qui se situe ailleurs. Et finalement, à travers cette question du climat aussi, se pose la question de l'adaptation de notre droit, de nos systèmes juridiques, de nos principes juridiques à cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous devons vivre, qui est l'Anthropocène. Voilà, donc voilà pour cette introduction et cette contextualisation finalement de ce procès climatique contre Total, qui est le pendant d'ailleurs de l'affaire du siècle, parce que si on demande à l'État de réduire ses émissions, on demande aussi réciproquement à l'entreprise qui a l'empreinte carbone la plus considérable en France, de les réduire dans les mêmes proportions pour qu'on ait un alignement des planètes. Mais effectivement, ce ne sera pas suffisant puisqu'il faudrait que partout dans le monde, de tels procès soient engagés. Et partout dans le monde, ça veut dire y compris en Arabie Saoudite, y compris au Venezuela, y compris en Chine, c'est-à-dire dans des pays qui ne disposent pas des leviers démocratiques et juridiques et judiciaires dont nous pouvons nous prévaloir ici en Europe.